Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, un podcast par les artistes, pour les artistes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'univers décalé et original d'un artiste, chanteur et compositeur de French Chris. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Chris, voilà pourquoi je m'appelle The French Chris à la base. J'ai 27 ans et je fais de la musique majoritairement dans ma chambre et depuis 3-4 ans maintenant. Et d'où te vient à la base ton intérêt pour la musique ? À la base, j'étais à l'internat, tout mon collège-lycée, et en gros, il y avait des cours de guitare à disposition après les cours, et j'ai décidé d'en faire quand j'étais en 5e, un truc comme ça, et j'ai tout de suite bien aimé. J'étais guitariste, on va dire, c'était que ce qui m'intéressait, quoi. J'étais vraiment guitariste jusqu'à, on va dire, mes 18 ans, donc un moment quand même. Et puis après, en fait, j'ai commencé à découvrir de plus en plus ce qu'il y avait autour de ça, et j'ai commencé à, du coup, faire du chant, écrire des textes. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu enregistrer tout ça pour avoir un truc concret, quoi, et sortir des sons, on va dire. Mais au début, du coup, tu te projetais plus dans une carrière de guitariste ou c'était... Oui, complètement. Ouais, ok. À la base, je voulais vraiment juste être guitariste. Alors que, étonnamment, la première fois que je me suis mis vraiment à la musique, c'est que j'avais chanté pour un concert d'école, tu vois. Et après, j'étais moins à l'aise avec ça. Je pense que c'est genre toute l'adolescence et tout. Chanter, c'est un peu plus, on va dire... engageant et personnel que faire que de la guitare, tu vois. C'est une vulnérabilité, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment, à l'époque en tout cas, j'étais foncièrement meilleur guitariste que chanteur. Donc en fait, j'ai fait le choix de faire de la guitare, tu vois. Ok. J'ai mis un peu le truc de côté, en fait. Et du coup, tu dis, t'as appris en faisant des cours. T'as été en conservatoire ou pas du tout ? J'ai fait le conservatoire après le bac. D'accord. Donc pendant longtemps, j'ai fait de la guitare, on va dire, un peu en mode freestyle, mais assidu quand même, tu vois. Mais à bout d'un moment, je me suis dit, si vraiment je voulais être guitariste, tu commences à faire des trucs un peu quand tu deviens guitariste de concert ou j'imagine de studio, parfois on te donne des partitions et trucs comme ça, et je me suis dit que ça devait être important. Aujourd'hui, j'utilise plus du tout ce truc-là. Plus de guitare. Mais enfin, si, j'utilise de la guitare, mais j'utilise plus ce truc un peu en mode genre solfège et tout scolaire. Okay. J'utilise un peu, mais très en surface, tu vois, pas besoin de faire un conservatoire non plus pour arriver à ce genre d'utilité, quoi. Et du coup, t'as commencé la guitare, donc peut-être plus avec des inspi, c'était quoi ? C'était de la variété, c'est de la folk, même pas, c'était en de fait, la rock. J'ai commencé de la guitare avec les trucs que beaucoup de guitaristes font, c'était vraiment rock des années 70. Okay. Donc c'était vraiment genre Led Zeppelin, Jimi Hendrix, des trucs comme ça, tu vois. Aujourd'hui, j'écoute toujours un peu, mais j'ai tellement overdose de tout ce qui était vraiment genre guitare hard rock, tu vois, que maintenant je suis un peu en mode genre, ah non, j'en peux plus, tu vois, genre tous les classiques de guitare, Hotel California et tout, je suis en mode genre, arrêtez, je vous en supplie, j'ai joué ça pendant des heures et des heures, tu vois. Mais je respecte toujours, et à l'époque, j'avais kiffé de fou, tu vois. Tu me disais, après le bac, tu as décidé de faire une école de musique. Ouais. J'ai fait une école de musique à Los Angeles en plus. Okay. J'avais eu une bourse et tout parce que j'avais envoyé des démos. Et c'était une école de musique qui s'appelle Musician Institute. C'est comme Berkeley en gros, College of Music. Et c'était une école où tu pouvais faire genre du piano, de la guitare, du chant. Mais c'était vraiment spécialisé guitare. Et puis les Américains, vraiment, en niveau instrument de musique, ils sont au-dessus, les mecs. Ouais. En vrai de vrai, ils sont un peu au-dessus parce que genre ils ont vraiment cette culture du rock and roll, genre, en gros. Et il y avait des mecs dans mon école, enfin, il y avait genre Jeff Buckley, tu vois, qui est venu. Ah ouais. Des gars comme ça, tu vois. Genre, c'était des gars, vraiment, c'est des légendes, tu vois. Ouais. Parce que, ouais, aux États-Unis, c'est vraiment genre... c'est comme quand tu vois à la télé, quoi. C'est genre en mode we're gonna play guitar, man. Et tout. Genre, c'est vraiment des gars, vraiment, ils sont très genre cow-boys, ils sont à fond dans le délire, tu vois. Et le fait d'étudier justement la musique aux États-Unis, est-ce que ça a changé quelque chose sur ta vision déjà de la musique en termes de style ? Peut-être t'as découvert des styles, des manières de jouer, etc. Et aussi en termes d'industrie ? Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils n'ont pas non plus la même approche peut-être qu'ici, tu vois. En fait, là-bas déjà, en termes d'industrie, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui taffent à côté et qui payent leurs études parce que là-bas, c'est des prix faramineux, tu vois. Ouais. En termes de, on va dire, goûts musicaux, j'ai toujours bien aimé la musique américaine parce que mon père, il écoutait que ça. Tout ce qui était genre John Mayer, les mecs un peu genre The Doors. Il était fan aussi d'un mec qui s'appelait Van Morrison. Pas Jim Morrison qui fait partie de The Doors, c'est Van Morrison, c'est un autre artiste encore, qui a un peu la même dégaine, bizarrement. Ouais, j'ai toujours écouté de la musique, on va dire, américaine, américanisée. Aujourd'hui, depuis que je fais de la musique française, etc., je m'inspire beaucoup plus et j'écoute beaucoup plus de musique française,
Mais c'est vrai que pendant la majorité de ma vie d'avant, entre guillemets, c'était vraiment de la musique américaine, ouais. Ok. Et du coup, tu me disais, oui, en termes d'industrie aussi, ça t'a appris des choses? En fait, je sais pas trop, en fait, parce que en gros, c'est tellement différent qu'en France, qu'on va dire tout ce que j'ai appris là-bas sur l'industrie ne s'applique pas du tout en France. D'accord. C'est pas du tout le même schéma, en fait. Okay. Les deals de label, c'est à peu près pareil. Ce qui t'apprenait un peu, genre en mode comment signer en label, des deals un peu de base. Mais je t'avoue, à l'époque, je m'en foutais. Je me souviens de rien de ces cours-là. Et tu t'en foutais parce que tu te projetais pas dans une carrière d'artiste ou... Bah, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment. En fait, je pense que j'étais trop jeune, j'avais genre 18-19 ans. Ouais. Pour moi, c'était trop théorique, tu vois. Moi, j'étais là, je voulais faire du son, tu vois. Genre, on me parlait de trucs un peu plus. Parce qu'aux États-Unis. En fait, contrairement en France, les études, t'es obligé d'avoir un parcours normal, on va dire, dans le sens où même en école de musique, tu fais des maths, des trucs comme ça. C'est pas comme en France où c'est complètement centré sur le nouveau sujet auquel tu vas étudier, tu vois. Donc en fait, il y a ce côté un peu où en mode, je faisais ça un peu pour la forme parce que j'étais obligé de valider mes diplômes, tu vois. Mais je t'avoue, tu sais, quand t'as 18 ans, t'as un truc qui te rentre par l'oreille, tu tries les informations, l'autre se sent par l'autre, tu vois. Mais donc, du coup, voilà, on va dire que j'ai vraiment retenu que ce que j'avais appris au niveau de la guitare et on va dire théorie musicale pure. Tout ce qui était un peu théorie sur le business de la musique et tout, genre, je me souviens plus trop vraiment de ce que j'avais appris. Et à regret aujourd'hui ou pas? Bah, en fait, non, comme je te disais, parce qu'en France, c'est pas du tout pareil. Donc, en fait, dans tous les cas, j'aurais dû tout réapprendre. Donc, non, pas trop de regrets, non. Et à cette époque, du coup, tu sortais déjà des sons toi-même? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. En fait, même à l'époque, en fait, à l'internat, j'avais pas le droit à l'ordinateur ni au téléphone. Donc, en fait, quand je suis sorti de l'internat, donc à 18 ans, j'étais vraiment un cas social de l'informatique, tu vois. Ok. Et là-bas, du coup, je faisais de la guitare et tout, pas trop besoin. J'avais des cours de logiciel Logic Pro, ce que j'utilise aujourd'hui. Mais à l'époque, comme je te disais, c'est trop bizarre, je détestais ça. C'était pas du tout mon délire, tu vois. Alors que maintenant, genre, c'est ma passion, tu vois. Et en fait, non, je suis rentré en France, 2 ans après mes études. Et pendant 1 an, je me suis mis sur Logic Pro pour avoir un niveau potable. Et quand j'ai commencé à avoir un niveau bien, j'ai commencé à sortir des sons. Okay. Pour que ça soit un minimum professionnel, quoi. Ouais. Mais avec du recul, ça l'était même pas encore, tu vois. Je te jure, c'est vrai. Et ça a été quoi, justement, le déclic pour te dire ok, je vais sortir mes sons? Bah, en fait, j'ai toujours eu peur un peu du temps qui passe. Et au bout d'un moment, j'ai eu la pression. Je me suis dit, putain, si je le fais pas tout de suite, genre... en fait, je l'ai fait un peu pour me dire, ok, ça y est, maintenant je suis lancé, je peux plus m'arrêter, quoi. Depuis que je sors de la musique, des sons... Je me suis jamais vraiment arrêté. Quand tu vois ma discographie, tu vois, il y a des sons soit tous les mois, ou à l'époque, c'était tous les 3 mois. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est comme quand tu fais du sport, quoi. En gros, genre, t'arrives, si tu commences, vaut mieux continuer, sinon, après, c'est baisse de motivation. Et, c'est clair. Tu vois, et dans ce milieu-là, malheureusement, c'est un peu un marathon, quoi. Faut être endurant, en gros. Tu peux pas taper des sprints, t'arrêter, ça marche rarement. Oui, c'est vrai. Mais à la fois, ça veut dire que t'exposes aussi au public directement tes tentatives aussi. Ouais, de ouf. Tu vois, et le fait d'affiner ton style, de te chercher, etc. Comment t'as vécu ça et comment tu vois un peu l'évolution de ta musique aussi? Bah, en fait, avec du recul, on va dire, comme beaucoup de gens, je pense, qui sortent de la musique, avec du recul, ce que je sortais il y a 4 ans, j'aurais dû le faire entre guillemets plus intelligemment, mais le truc c'est qu'en fait je savais pas, moi j'avais personne avec moi, j'ai sorti des trucs et ce qui était bien parce que c'était authentique de fou, tu vois. Mais c'est vrai qu'on va dire, contrairement à peut-être certaines personnes qui signent en label avant leur premier single, ils ont toute une stratégie et tout machin. Et en fait la vie elle est bien faite pour moi en tout cas parce que ça m'a permis que mon niveau il monte, de voir ce que j'avais fait de merdique pour corriger et tout, tu vois. Ouais, je regrette pas. En fait c'est marrant, je regrette pas grand chose en fait. En fait même les erreurs je les regrette pas parce qu'en fait au pire si vraiment tu sors des trucs un peu trop pourris, tu peux les retirer quand pas beaucoup de gens t'écoutent, tu vois. C'est vrai que maintenant qu'il y a un peu plus de personnes qui m'écoutent, si je retire un truc même avant que je trouve nul, il y a toujours des abonnés, tu vois, ils vont être en mode mais t'es un malade, pourquoi tu l'as retiré et tout, tu vois. Alors que moi, ça se trouve, je les aime plus, tu vois. Et directement, tu t'es dit, je vais écrire et chanter en langue française? Parce que comme tu venais des États-Unis... Bah ouais, en fait, c'est marrant. Quand j'ai commencé à vraiment aimer à chanter, en plus de faire de la guitare, naturellement, je faisais en anglais au début. Et en fait, très vite, ça a dérivé vers le français parce que... En fait, je trouve que c'est difficile de faire de la musique authentique en dehors de ta langue natale. Oui. Et en plus... Quand t'écoutes ma musique, je fais rarement des tournures de phrases particulièrement poétiques. Dans le sens où j'essaye d'écrire joliment, oui, comme tout le monde. Et j'essaye de plus en plus de faire des trucs élégants, on va dire. Mais je trouve que
c'est important d'avoir la façon dont tu parles vraiment dans la vraie vie avec des gens. Souvent, les gens, ils me disent, ah, c'est marrant, j'ai l'impression que quand tu chantes ou dans tes textes, tu vois, tu me parles vraiment Oui. avec moi et tout. Et je pense que ça vient du fait que j'essaye pas de faire des tournures de phrases trop littéraires, en fait, je pense. Ouais. T'es en recherche de cette sincérité pour toucher aussi les gens. Et je trouve que ça passe par le langage de la vie de tous les jours. Ouais. Tu vois. Je dis jamais des mots que j'utilise pas dans la vie de tous les jours dans mes musiques. Ça, j'essaie de faire attention. Parce que je trouve que c'est... Ouais, ça me ressemble pas, en fait. Ouais. Comment est-ce que tu définis ton style musical, si tu le définis? Parce que j'ai vu de tout. J'ai vu c'est du rock, c'est de la punk, c'est... Pour moi? Ouais, je te jure. En fait, à l'époque, c'était ça. On va dire, en fait, à l'époque, comme je te disais, je sortais un peu de cette phase très guitare et tout. Je faisais vraiment de l'indie, indie rock, on va dire, au début. Donc, ça peut venir d'influence punk. Genre, en fait, l'indie rock, ça découle de tous les mecs qui faisaient Blink, Sum 41 et tout, mais en un peu plus chambre. Et ça a donné un peu l'indie, qui est de la musique indépendante rock. Donc en fait, c'était des gens qui jouaient de la guitare dans leur chambre, qui s'enregistraient, comme par exemple des filles comme Clairo ou Bibadoubi, des filles comme ça, et même des garçons. Mais j'en ai moins en fait, c'est bizarre, en tête. Et en fait, un moment, j'ai rencontré un pote à moi, qui a un groupe avec Adèle Castillon, qui s'appelle Vidéo Club. Ah oui, oui. Et j'ai rencontré le garçon sur Instagram parce que j'aimais bien les compos et tout machin. Et je m'étais renseigné. Il se trouvait que Mathieu faisait les compos et Adèle co-composait, mais était moins instrumentiste que Mathieu. Donc c'était un peu plus Mathieu qui gérait toute la partie production, qui moi était un truc qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Tu vois, il m'a un peu montré genre le dérivé. En fait, tout ça c'est des dérivés de genre en fait, mais dans la musique indie, ce qui est vraiment, on va dire, le corps du nom du genre de musique qu'on fait, quoi. Il y a un truc qui s'appelle la synth-pop, tu vois, et la synth-wave. Et c'était tout un truc, tu vois, le film Drive. Ouais, et il y a tout ce genre de musique un peu très synthétiseur, mais bizarrement avec les mêmes mélodies que de l'indie rock et tout, tu vois. Et du coup, en fait, à force, j'ai commencé à de plus en plus aimer ça. Et puis j'avais fait un peu une overdose de guitare. Donc j'étais un peu en mode genre, vas-y, j'en ai un peu marre de faire de la guitare et tout. Je veux des sonorités outre et tout. Autres. Du coup, maintenant, je dirais que mon genre de musique, c'est de la synth-pop. Vraiment. Okay. Donc un dérivé du genre indie pop. Qui est lui-même dans un genre qui est la musique alternative. En fait, ça fait musique alternative, indie, synth-pop. Tu vois, c'est un arbre, tu vois, qui fait un dérivé. Et du coup, maintenant, je dirais que je fais de la synth-pop chanson française. C'est ça, en fait, le truc. J'ai fait un peu un cours, là, aux gens. J'adore. Mais c'est très bien, parce qu'en plus, la plupart des gens sont totalement perdus, tu vois, dans la musique. Il y a tellement de courants différents, de genres, on a du mal à comprendre. Donc, comment l'explication en fait, c'est vraiment, il y a des sous-genres et des sous-sous-genres, en fait. C'est ouf, tu vois. Et du coup, donc, la synth-pop, de ce que je comprends, ça se caractérise quand même par quelque chose d'assez mélodieux, mais aussi un côté assez vintage, quoi, finalement. Ouais, de fou. Ça mêle deux époques. De fou, mais parce qu'en fait, on va dire que le courant esthétique de la synth-pop, donc on parle plus de musique, mais le courant, on va dire, d'image, surtout en France, on appelle ça de la French esthétique. Et French esthétique, c'est tout ce qui était justement Vidéo Club qui a un peu démocratisé tout ça. Après, il y a eu Vendredi sur mer aussi qui a oui. Et voilà, tu vois. Là où je trouve que, on va dire bizarrement, mon projet va sonner peut-être un peu différent que tous ces gens, Vendredi sur mer, Vidéo Club, etc. C'est que peut-être moi j'ai des sonorités un peu plus froides et sombres. Alors que eux, c'est un peu plus solaire, tu vois. C'est un peu plus des trucs en mode... sur Spotify, tu vas les voir dans des playlists un peu en mode genre road trip with friends, tu vois. Alors que moi, c'est plus en mode genre seul dans ta chambre. Des trucs un peu plus genre dark, tu vois. Ce qui est ta manière de créer, du coup, seul dans ta chambre aussi. Ouais, de ouf, ouais, complètement. C'est quoi justement tes outils que tu utilises, que ce soit en termes de logiciels, du coup t'as dit Logic Pro, mais en termes aussi d'instruments alors j'ai un piano droit chez moi, j'ai des synthétiseurs. Vous voulez le nom des synthétiseurs, genre vraiment pour les spécialistes de la musique, tu peux les citer. J'ai un CS80 Reface chez moi, c'est un petit format d'un ancien synthé des années 80 qui s'appelle le CS80, mais c'était l'enfer parce qu'il n'y en avait que 1000 dans le monde, il était énorme et tu le bougeais, le truc il se désaccordait, c'était l'angoisse complet. Il coûte 50 000 balles le truc à la base, tu vois, alors que le mien il coûte 300 balles, tu vois. Ouais. Et sinon, j'ai juste des claviers MIDI pour le brancher directement dans des synthétiseurs dans le logiciel, tu vois. J'ai plusieurs guitares. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un micro, la base, sinon ça serait compliqué. J'ai un Omnichord aussi, c'est un petit synthétiseur des années 80, un peu chelou, japonais. Ouais. Les gens savent ce que c'est à peu près, normalement, dans la musique. Ça a l'air incroyable cet instrument. Ouais, mais c'est marrant parce que tu peux pas faire des notes par note. Tu peux faire que des accords. En fait, c'est ça le but, c'est qu'en fait, tu cliques sur une touche, ça fait un accord directement, entièrement. C'est un peu un instrument, en fait, de noob, en fait. Des gens qui savent pas trop faire de la musique, tu vois. Genre, tu peux le donner à un gosse de 5 ans,
et ça fait de la musique quand même, Parce tu que vois. ça va bien sonner, parce que c'est des Ouais. accords à chaque fois. Ouais, c'est Ok. ça. Tu peux pas vraiment te faire de fausses notes avec ce truc, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, oui, donc c'est quelque chose que tu intègres dans tes compositions. Ouais, grave, à fond. En plus, il coûte cher à la base, hein. Il coûte genre 800 €. Ok. Mais Dieu merci, j'ai fait une de mes meilleures chansons avec. Donc, du coup, je me suis remboursé. Je me suis remboursé en un mois, même. Tu vois. Bon investissement, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quoi le titre que tu as fait dont tu es le plus fier et pourquoi? En vrai, c'est Garçon de mon âge, qui n'est pas le titre le plus écouté aujourd'hui, mais qui a quand même été celui avec le plus gros step-up en fait entre mon projet de base et quand ce truc est sorti. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment à une période de ma vie qui était vraiment archi difficile en vrai. Et je sais pas, le thème, je crois, il touche beaucoup de gens et tout. Et en fait, je trouve que je trouve bizarrement que j'ai eu de la je sais pas si c'est de la chance ou si ça a été naturel et tout, mais tu sais, c'est un sujet où si je l'avais un peu mal visé, ça aurait pu faire un peu genre problème masculiniste, tu vois, genre en mode moi aussi je pleure, en mode comme un garçon de mon âge. Genre si je l'avais mal tourné, ça aurait pu faire un peu en mode genre ouin ouin, le garçon, tu vois, alors que évidemment dans la société d'aujourd'hui, bah c'est, on va dire que quand même les femmes c'est quand même un sujet un peu plus intéressant et il y a des combats un peu plus, on va dire deep. Je grossis le truc, hein, mais évidemment avec des pincettes ce que je dis. Mais bizarrement, ce titre-là que j'ai fait, bah il a pas du tout été reçu comme ça. Donc en fait, je pense que je l'ai plutôt bien tourné. Alors que tu vois, moi, quand je fais de la musique, tu vois, je le fais un peu au premier ressenti, tu vois. Je trouve que l'équilibre a été plutôt bien géré sur ce titre. Et en fait, il a parlé à beaucoup de gens, et même à des femmes. Et du coup, bah, j'en suis fier. Et vraiment, comme je te disais, comparé au titre d'avant, il y a vraiment eu un avant-après avec ce titre, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai eu plusieurs titres qui sont sortis entre-temps. Après, j'avais sorti Une jolie fille, qui est aujourd'hui mon plus gros titre. La différence a été moins marquante. Même si ça a été un truc qui a dépassé Garçon de mon âge, parce qu'en fait, le truc a tellement step up mon projet de base que j'ai senti moins la différence. Mais Une jolie fille marche mieux que Garçon de mon âge aujourd'hui. Je comprends ce que tu dis sur le... Oui, ça aurait pu être mal reçu parce qu'en plus, les combats des femmes, voilà, ils sont plus mis en avant, etc. Mais je pense que, tu vois, les combats féministes, par exemple, ça s'attaque aussi à ça, aux injonctions faites aux hommes qui sont en fait complètement ridicules sur la sensibilité, sur le fait de s'ouvrir. Et je pense que c'est important et que ça aide aussi ces questionnements-là, ce genre de musique, tu vois. Ouais, de ouf. Ça fait avancer le débat, en tout cas. Bah en fait, j'ai essayé et j'ai pas du tout... évidemment, c'est maintenant avec du recul que je refais cette analyse. Mais évidemment, moi, quand j'ai fait la musique, je l'ai fait purement naïvement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me suis jamais dit que ça allait créer une potentielle idée comme ça de potentielle division, ce qui n'est juste pas arrivé. Et justement, c'est ça qui est ouf. Parce que... en fait, ouais, je suis étonné que ça ait marché, en fait, finalement, comme sujet. C'est vraiment que ça a été, je m'imagine, bien fait, quoi. Oui, puis je pense qu'il y a un ensemble aussi, tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade de maturité, d'expérience dans la musique, etc. Donc, c'est pas logique, mais c'est normal aussi que ça fleurisse, tu vois, au bout d'un moment. Et justement, comment tu crées, toi, tes morceaux? Est-ce que ça part plus d'une idée, ça part d'une couleur, d'une idée de mélodie? Enfin, comment ça se passe en général? La majorité du temps, genre 95% du temps, c'est je commence avec une instru et je chante mes mélodies directement. Je fais pas genre nananana et après je mets des mots là-dessus, tu vois. Genre je chante des phrases qui me sortent de la tête, tu vois. Et tu vois, c'est trop marrant parce que le garçon de mon âge, je l'ai dit pas au hasard, mais c'est fou de dire ça. Les gens ils sont en mode mais le mec ne pense à rien en fait. Mais genre en fait j'ai vraiment fait moi aussi je pleure, vous savez, comme un garçon de mon âge, et c'est un peu sorti comme as. Donc en fait peut-être que c'est intrinsèque à l'intérieur de mon esprit. C'était peut-être un truc qui m'a touché à ce moment-là, il s'est sorti tout seul, mais c'est un peu, ouais, c'est comme ça que je marche, moi. Je dis des phrases comme ça, et dès qu'il y a une phrase super cool qui sort avec une mélodie que j'aime bien, je la garde. Je privilégie plus la phrase que la mélodie vraiment, à la base, tu vois. Comment tu choisis tes collaborations? Parce que du coup, tu as fait quelques titres quand même en collaboration. Même tu parlais de Mathieu du coup tout à l'heure qui t'a potentiellement aidé un peu sur des projets. Comment tu arrives à connecter avec d'autres artistes et vers qui tu vas et pourquoi? Comment je connecte, on va dire, avec majoritairement Instagram ou des gens que, bah, du coup, que je vois sur Spotify. Je regarde leur Instagram et je leur envoie des messages ou vice-versa. En gros, c'est vraiment en fonction du projet artistique de la personne. Et oui, en fait, ça se fait naturellement. En fait, quand tu habites à Paris, c'est un peu un petit monde. En fait, quand tu vas à un concert d'un tel ou d'un autre, souvent tu rencontres souvent les mêmes personnes et tout. En fait, ouais, il y a deux games, quoi. Il y a le game des réseaux où tu rencontres des gens des réseaux et tu parles et tout. Et soit tu les rencontres en vrai. Mais souvent, c'est marrant parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un dans l'optique de faire de la musique directement, de faire un featuring, par exemple. Tu vois, ça a souvent été quelqu'un que je connais depuis 1 an
Et au bout d'un moment, en fait, ça se fait naturellement. Il était chez moi à ce moment-là, on a fait le truc, on a trouvé ça bien et on sort le truc, tu vois. Ça a jamais été vraiment rendez-vous pour un feat, on va essayer de faire une bonne chanson, tu vois. Et souvent, j'ai remarqué que ça marchait pas, en tout cas avec moi, parce que j'ai du mal dans la même journée, enfin aussi rapidement, de faire l'instrumental. Et comme je te dis, en fait, toute cette partie chanter des paroles comme ça, avec une mélodie, ça peut me prendre genre 40 minutes ou 1 heure, mais quand je suis à côté de quelqu'un, j'arrive pas à le faire en fait. Parce qu'en fait, t'imagines bien que sur toutes les phrases que je dis comme ça, parfois, il y a des grosses phrases de Golemont qui sortent, et ça me met mal à l'aise de le faire à côté de quelqu'un en fait. Tu vois. Donc du coup, je préfère en fait presque, si je dois collaborer avec quelqu'un, je préfère avoir une démo où j'ai un refrain ou juste un couplet, et je l'envoie à la personne, elle est en mode ok, j'aime bien la chanson, parce qu'il arrive à se faire une idée, et le mec qui fait, ou la meuf, elle fait un couplet ou une idée dessus. J'ai du mal un peu à construire une œuvre artistique de zéro avec quelqu'un à côté, ça, je trouve ça dur. Ouais, parce que tu t'exposes direct au regard de quelqu'un d'autre. Et... Ouais. C'est quelque chose que tu fais au quotidien, de la musique, t'essayes de... Ouais, tu composes, alors, tu produis. de la musique purement, pas tous les jours. En fait, si, quand même. En fait, tous les jours, je fais au moins, genre, peut-être un peu de piano ou de la guitare par-ci, par-là. Mais on va dire, me poser devant un logiciel de musique et enregistrer des trucs, c'est pas tous les jours. Maintenant, être artiste, c'est complètement... c'est un truc de ouf. T'as plein de trucs à faire, en fait. Ouais. En gros, tu dois faire des vidéos, de la création de contenu. Tous les jours, je pense à mon projet. C'est clair et net. C'est-à-dire que même le dimanche, même tous les jours jusqu'à 22h, dans ma tête, je pense qu'à ça. Donc en fait, c'est si je fais pas de la musique, je suis sur mon téléphone, sur CapCut, en train de faire du montage, ou je suis sur les réseaux sociaux en train de scroller et me dire que ça, c'est une bonne idée. Et en fait, tout ce que je regarde, je me dis que c'est des potentielles idées. Donc en fait, c'est un peu étonnant, en fait. On va dire que c'est pas du charbon... comme un mec qui va faire un travail de 8h du mat à 17h, le mec il rentre chez lui, il est cassé. Mais c'est plus un travail, on va dire, peut-être, c'est plus fatigant mentalement. Ouais. Avant de t'endormir, tu penses à ça. Quand tu te réveilles, tu penses un peu à ça. Mais c'est sûr qu'on va dire, au niveau de l'épuisement physique, c'est moins compliqué que certains travails un peu plus... conventionnel, je dirais. Oui, c'est juste que t'as plus la barrière du coup entre le pro et le perso, et en fait c'est non-stop, quoi. Ouais, c'est ça, et en plus, tu sais, genre, j'ai remarqué que, tu vois, ça peut faire chier des gens, en fait, dans le sens où je vois mon frère, je lui parle de ça, il est un peu en mode, mec, arrête de parler de ça, tu vois, ta meuf, tu parles de ça, elle est un peu en mode, mec, déconnecte. Alors qu'en fait, c'est comme ça que mon cerveau, il marche à moi, tu vois, c'est un peu... Moi, j'ai beaucoup d'amis, on va dire, de vrais amis qui sont musiciens, et c'est vrai que parfois, on a un recul de nos discussions, et on est un peu en mode, faudrait qu'on parle d'autre chose, tu vois. Ouais, mais c'est difficile. Quand t'as une passion, c'est dur, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. En fait, j'ai remarqué ça, en fait, dans cette année, surtout cette année où je me suis dit, putain, en fait, faut décrocher, c'est sain. Pas dans le but, en mode de décrocher pour se reposer, de rien foutre. C'est juste que décrocher, parfois, ça permet de parler... justement, en fait, de vivre plus de choses. Parce qu'en fait, si tu parles que de musique tout le temps, au bout d'un moment, t'as plus rien à te dire dans tes textes, ces trucs comme ça, tu vois, et tu partages plus rien d'humain foncièrement. Mais c'est un truc, ça, ouais, moi, je suis un peu matrixé par le son et j'ai remarqué que ça, parfois, c'était un problème chez moi. Mais oui, en plus, ça peut aider de déconnecter, mais c'est pas facile, et de revenir avec plus de lucidité ou de fraîcheur ou une nouvelle approche. Et en fait, tu fais du renouveau, enfin, c'est vraiment une bonne approche. Est-ce que t'as besoin d'un mood ou d'une sorte de rituel dans lequel tu dois être pour composer ou produire? Souvent, moi je préfère le faire la nuit. En fait, je sais pas. En fait, j'aime bien bosser la nuit parce que j'ai l'impression que la nuit, les gens dorment ou sont dans leur intimité, tu vois. Souvent la journée, moi, je préfère soit faire du montage ou vivre ma life. Parce que comme ça, j'ai l'impression de vivre, tu vois. Ouais. Et la nuit, comme j'ai pas besoin d'énormément dormir, je fais de la musique. Comme ça, je me dis que je perds pas de temps. En fait, étonnamment, beaucoup de musiciens te diront ça, je pense. L'ennui, c'est genre le meilleur moyen créatif, tu vois. Moi, je suis un mec de la campagne à la base. Je pense que si j'étais pas un mec de campagne, je me serais sûrement fait moins chier et j'aurais sûrement fait moins de musique, tu vois. C'est sûr, parce qu'en fait, je remarque à chaque fois que je fais de la musique, c'est au moment où je m'ennuie. Mes potes, ils sont plus dispo parce qu'ils sont en train de manger ou ils vont dormir. En fait, je crois que c'est pour beaucoup de choses. Quand tu t'ennuies, c'est là où tu te déterres, en fait. Parce que t'as pas envie de mourir d'ennui, tu vois. Oui, puis ça ouvre tes pensées, elles ont le temps de vagabonder, ça t'ouvre une certaine créativité. Ouais, non, c'est important, ça, l'ennui. Mais malheureusement, ça se perd de plus en plus, l'ennui aussi, dans notre société aujourd'hui. Bah ouais, parce que t'as tendance à vouloir scroller, tu vois. C'est ça. Mais Dieu merci, scroller m'apporte aussi des choses à moi. Parce que, genre, du coup, ça me donne des idées de contenu et mon algorithme, il est un peu centré musique, centré création de contenu. Donc,
au pire, scroller, c'est pas aussi nocif que je pense que pour certaines personnes. J'ai un peu ce truc-là aussi, mais je trouve la limite, elle est très fine. Ouais, de ouf. Ça dépend sur ce que tu tombes. Des fois, t'es piégé, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai arrêté de chercher des idées. De ouf. Du coup, tu travailles en toute indépendance aujourd'hui. Comment tu t'entoures? Bah, j'ai un manager quand même, qui s'appelle Benjamin. Donc lui, on va dire, il m'aide sur des trucs insécurité de choix de morceaux, il va m'orienter. Quand j'ai besoin d'un truc un peu plus précis, par exemple, il faut qu'on fasse un shooting photo ou on a besoin d'un clip et tout. En fait, mon manager est un réalisateur de base de clips. Donc c'est un mec de base qui a été formé dans fausse déterre, je sais comment ramener des gens, faire des trucs comme ça et tout. Donc on va dire quand je lui dis ouais mec j'ai besoin de faire une vidéo comme ci comme ça et tout, le mec il est en mode bah oui je connais un caméraman qui fait ça, il coûte 100 balles. Et tu vois c'est le genre de gars, il gère tout ce qui est un peu tous les sujets où un artiste ne doit pas se mettre dans une mauvaise position, dans le sens où évidemment moi quand je reçois un mail des gens avec qui je bosse et que le truc me va pas, c'est un peu lui qui fait le mauvais rôle en mode moi je vais lui dire ah non j'ai pas envie, et sauf que moi je peux pas être le mec qui a pas envie parce que j'ai une image d'artiste et je suis obligé de passer pour un mec super gentil. Donc en fait toutes les fois où les gens peuvent un peu mal prendre des trucs, c'est lui qui fait le mauvais keuf, tu vois. Mais bon, ça arrive vraiment quand même. Et sinon, j'ai un distributeur, donc des gens qui distribuent ma musique, qui est Alterca, mais c'est tout. Ouais, tout ce qui est création de musique, création de contenu et tout machin, c'est moi qui gère tout. C'est moi qui mets mon propre argent dans toutes les dépenses que je dois faire musicales. Qu'est-ce que ça englobe, par exemple, les dépenses pour qu'on se rende compte, tu vois, pour un artiste? Bah en fait, ça dépend qui. Alors moi, je suis plutôt dans une très bonne posture parce que rares sont les artistes qui enregistrent, produisent chez eux. Oui. Moi, je mixe et je mastering aussi. Donc, c'est-à-dire que mon coût de production, il est à 0. Ouais. Mon seul coût de production, c'est m'acheter du matos, etc. C'est très rare. D'habitude, les gens, ils font au moins mixer leur track ou masteriser leur track. Donc, on va dire que normalement, pour un mec normal qui fait tout chez lui, normalement, c'est déjà, tu claques 300 balles par chanson. Minimum. Alors là, c'est des compétences, du coup, que toi, t'as acquis tout seul, du coup. Oui, tout seul, naturellement, parce que, en fait, je savais pas comment faire. En fait, à l'époque, je pensais que les gens, ils faisaient comme ça. Donc, en fait, j'ai juste appris le truc naturellement, et en fait, au final, j'aime bien. Pour un artiste qui compose rien, donc ça veut dire la personne, une fille ou un garçon, elles doivent payer un mec qui compose. Donc, déjà, ça peut coûter, par exemple, 500 € une prod. Tu rajoutes 300 € de mix master. Ça peut coûter 800 € par chanson, déjà. Après, ça dépend. Il y a des énormes cracks, des mecs très connus, comme par exemple Valentin Marceau, qui est un compositeur très connu, ou Tristan Salvati, qui est un mec qui avait composé avec Angèle et tout. Lui, c'est directement 3000 balles la chanson, tu vois. D'accord. Donc là, ça commence à chiffrer sa mère, tu vois. Ouais. Et ça, c'est avant même, juste pour avoir la chanson produite. Après, derrière, moi, comme je fais... Je sais pas, moi j'aime bien le contenu un peu authentique, un peu plus fait maison et tout, sans que ça soit trop abusé. Pareil, mon coût de production il me coûte entre 0 et maximum 1000 €. Si je veux un truc, si j'ai besoin d'un shooting photo et tout, t'es obligé de respecter les gens, tu payes un photographe 600 € et tout, parce que ça commence à... Je trouve que quand t'as un projet qui marche un peu comme le mien, tu peux plus te permettre de te foutre de la gueule des gens et de leur dire viens je te paye 50 balles et tout, genre c'est un peu mal vu, tu peux pas faire ça, tu vois. Et en gros, une promo, ça peut chiffrer en milliers d'euros parfois. Après, ça peut coûter 0 comme moi parfois. Là, j'ai besoin de photos un peu plus professionnelles, je vais devoir claquer 600 €. Si je veux faire un clip, faut quand même si mon manager qui est réel, lui, on va dire, il s'arrange un maximum, je dois quand même payer les gens un minimum, tu vois. Et au pire, même si tu trouves des gens qui font ça bénévolement, tu dois quand même payer le coût de production de base, tu vois. Et dans le monde de la vidéo, ça chiffre vite. C'est horrible. Et en gros, de fou. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à arriver à des échelles un peu plus hautes, tu rentres un peu dans ce calcul en mode qui va outre la musique, où t'es en mode ah ouais, ok, moi, mon projet rapporte tant par mois, du coup, si je claque tant, est-ce que c'est vraiment rentable pour ce que tu sors et tout? Et après, évidemment, tu fais un investissement sur l'avenir. C'est ça. Genre, parfois, moi, je claque ça m'arrive de claquer, genre, je sais pas moi, 4000 €. Et évidemment, c'est plus que ce que je gagne à des moments. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est pour l'avenir. Mais c'est vrai que si jamais t'es vraiment, si j'étais en mode genre businessman et tout, je calculerais tout. Je me dirais, ah oui, non, mais 4000 €, il faut que je sorte 2 chansons pour me rembourser ça et tout. Et ça commence à devenir un truc bizarre. Mais je sais pas si c'est une logique de businessman, ça, justement. Parce qu'un businessman, il saurait qu'investir sur soi, c'est important aussi, tu vois, investir en un projet. Donc, l'un dans l'autre, je comprends. Parce que sinon, le risque, c'est de stagner toujours au même palier, de pas sortir quelque chose de plus original, de plus audacieux. Donc, complètement. Ouais. Mais c'est des calculs, en effet. Et du coup, comme tu travailles assez solo
sur en tout cas tout ce qui est création artistique, etc. Est-ce que tu te fixes un petit peu des objectifs? Tu te dis, je sais pas, cette semaine, je dois faire un son, le mixer, le masteriser, ou est-ce que tu te laisses un peu aller avec le flow Bah non, alors vraiment, bizarrement, je suis assez cadré, dans le sens où je me suis mis un objectif, sortir une musique par 5 semaines. Ok. Ça fait 1 an que je fais ça, 1 an et demi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un côté deadline que j'ai dans ma tête. En fait, déjà, j'ai plusieurs démos. Hein. On va dire qu'en général, j'ai 15 démos. Ou 15-20 démos, où il y a que le refrain ou que le couplet, tu vois. Je sors une musique que j'aurais finie, et après, pendant 5 semaines, je sais pas, moi, je fais 2 semaines de propagande, de com, quoi, et je me dis que 5 semaines plus tard, j'en ai une autre à sortir, donc ça me met un peu un coup de cravache au cul, tu vois. Et en gros, et personne me force à faire ça, tu vois. Mon manager, il me conseille de le faire, mais personne me force, mais c'est un peu, je me mets des deadlines mentales pour un peu avoir une vision. Comment tu arrives à rester motivé au quotidien pour créer? C'est la passion. En vrai de vrai, c'est un cliché ce que je dis, mais c'est la passion complètement. Je pense, si j'étais moins passionné, ça me saoulerait. Mais en fait, c'est juste que j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais que je le ressens pas du tout, en fait. Les seuls moments où je sens que je suis vraiment, genre, fatigué, c'est dur et tout, c'est quand il y a un peu des trucs qui se chevauchent. Genre en mode, j'ai sorti un son, mais je dois préparer le prochain, mais j'étais en retard sur ma com, du coup je dois faire ma com, donc je dois me filmer tous les jours. Quand il y a trop de trucs, trop d'informations qui se chevauchent, et puis après, je te parle même pas des problèmes externes avec ton équipe, où parfois t'as des contrats à signer, t'as des rendez-vous et tout, donc en fait, parfois ton cerveau, il est un peu en mode genre, presque au bord du burn-out, tu vois. Donc j'imagine pas les gens qui sont peut-être moins passionnés que moi, j'imagine que ça existe. J'espère, enfin je sais pas en fait. La passion vraiment c'est le truc qui permet de lisser le bail au complet, quoi. Comment ça s'est passé tes premières scènes? Bah en fait mes premières scènes de ma vie c'était déjà le festival de l'école, tu vois, de base. Quand t'avais genre 16 ans, tu vois, tu jouais de la guitare à l'école devant des gens. Après, j'ai été invité sur scène avec des collaborations que j'ai fait, comme Mathieu, j'avais fait la maroquinerie, juste une chanson avec Mathieu. Avec Chaga, j'ai fait la maroquinerie, une chanson. Et avec Louane, en fait, aussi, quand j'ai sorti Garçon mon âge, il y a Louane qui était tombé sur le titre et qui m'a dit, viens, t'es chaud, on va manger et tout. J'étais en mode, ouais. Bien sûr. J'ai faim, je veux manger avec toi. Et en gros, elle m'a proposé de monter sur scène avec elle, un moment, donc rendez-vous Tourbus, on va dans un festival au sud de la France et tout. Et c'est pas une première partie, c'est encore plus ouf. C'est-à-dire qu'elle va sur scène, elle fait genre la moitié de son concert. À un moment, elle dit j'ai un mec à vous présenter et tout, je l'ai découvert et tout. Elle part de scène et j'arrive, tu vois. Donc les gens ils sont en mode qui est ce man? Je ne le connais pas. Pression de fou parce que les gens c'est pas une première partie, ils sont en mode mais qui est ce type, tu vois. Et genre t'imagines, tu vois ton artiste préféré, la meuf part pour un random, tu vois. Alors ils sont en mode genre non. Mais Dieu merci, elle a une commu hyper gentille. Donc là, c'était genre 7000 personnes, tu vois. Donc je suis passé de genre une chanson devant 400 personnes, parfois quand j'allais dans les concerts de mes potes, à une chanson, encore une fois, 7000 personnes, là. Genre on l'a fait genre 3 fois. C'est énorme. Ouais, c'était énorme. Après, plus rien, là, pendant 1 an. Là, j'ai fait la maroquinerie il y a 2 semaines, 1 mois. Première fois que je fais, du coup, plus d'une chanson. Et c'était vraiment genre 20 chansons en 1h30 devant, du coup, 450 personnes. Bah, là, je commence à peine à développer le format, on va dire, live. Avant, j'étais plus en mode, je veux sortir du son dans ma chambre, me parlez pas de concert. Ouais. Pas que j'aime pas ça du tout, hein, j'adore ça. C'est juste que c'est vraiment, quand tu fais tout seul, les concerts, c'est encore un autre game, tu vois. T'es en mode genre, ok. Et puis, je voulais un peu avoir une discographie, en fait. Je voulais avoir une discographie à jouer sur scène qui me plaît. Je voulais pas être ce mec qui fait 4 chansons et 15 exclus, tu vois. Oui, d'accord. Tu vois, genre, je voulais un peu avoir un public déjà qui connaît, qui est un peu conquis déjà. Comment t'as appréhendé du coup cette scène à la maroquinerie? Bah déjà j'étais terrifié, genre déjà une semaine avant terrifié, mal de ventre de fou. En mode je pensais à ça tous les jours, je me disais putain et tout, dinguerie, tenir 1h30 devant des gens, tenir le truc et tout. Et en fait c'est drôle, ça se passe toujours de la même façon, genre t'es tétanisé et genre 30 minutes avant de monter sur scène, donc à genre 20h30 avant d'arriver à 21h, là t'es en mode genre fuck it. Je suis mort déjà. C'est fini pour moi. Et là, je sais pas ce qui se passe, sur ton corps, il rentre dans une sorte de défense. Et t'es en mode, bon bah vas-y, tu sais quoi, faut y aller. Parce que le truc, c'est qu'en plus, je pense que ton corps, il se met, en tout cas le mien, il se met dans cette position-là. Parce que à partir du moment où je mets le pied sur scène, j'ai plus aucun stress, tu vois. Ouais, ok. Et je pense que c'est un mécanisme de défense pour pas être cringe, tu vois. Parce que si t'arrives sur scène et que t'es timide, ça va se voir direct et les gens ils vont être en mode oh le bolos, c'est qui ce bolos? Mais non, et du coup, bizarrement en fait, ça se passe
très bien tout le temps. Oui, parce que t'as ce truc d'adrénaline et de toute façon, j'ai pas le choix. Mais Il tu faut sais, assumer genre, jusqu'au c'est bout. trop con, genre en mode t'es là, tu sais, genre, t'essayes de faire le truc le mieux, tu vois. Tu portes ton pull préféré, tu mets ton calbar préféré, tu te Petit laves les bonheur. cheveux le jour même, Ouais. tu vas aux toilettes avant, tu te dis comme ça, il y aura pas de problème. Tu vois, genre, t'essayes de maximiser le truc, Ouais. tu vois, pour te dire, genre, c'est impossible qu'il m'arrive une dinguerie, tu vois. Et du coup, ça s'est bien passé. ce Ouais, ça s'est concert. merveilleusement bien passé. Et donc, en plus, avec un public qui venait vraiment te voir toi, donc c'était différent de ce que t'avais pu faire. De ouf. C'est vrai que, bah, en fait, quand j'étais invité sur scène par mes potes, donc c'était les chansons de mes potes, enfin des feats, donc en fait, les gens connaissaient la chanson. Mais c'est vrai que là, te dire que tu vas avoir un public qui paye pour toi, bah c'est vrai que c'est pas pareil. Moi, j'étais juste un invité de mes potes, donc ils étaient en mode ah cool Chris, tu vois. Ouais. Alors que là, c'est vraiment genre Chris, oui, on est venu pour toi. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil, ouais. Et t'as pu parler un peu après avec les gens. Est-ce que t'as eu des retours qui t'ont particulièrement touché De ou... fou. Bah en fait, moi, c'est genre hyper important pour moi de parler avec des gens après. Surtout qu'en plus, à ce stade de carrière, tu peux encore le faire. C'est-à-dire que t'es pas non plus à faire des salles où il y a 2000 personnes, où après, bah, tu peux pas te parler avec 2000 personnes. Mais quand t'as 400 personnes, on va te dire t'as vraiment 150 personnes ou 100 personnes qui sont vraiment genre, ça, tu leur tiens à cœur. Et évidemment, tu peux parler avec 100 personnes. Tu vois, ça prend 1 heure. Et puis les gens, tu sais, ils sont timides et tout. Ils vont pas non plus te parler pendant 30 minutes, tu vois. Ils sont en mode, j'aime bien ce que tu fais, c'est trop cool et tout, machin. La discussion, elle dure 2 minutes et demie par personne, tu vois. Et ça me fait plaisir. En plus, je trouve ça important parce que, tu sais, t'as un retour direct des gens qui t'écoutent et tout. Mettre des visages sur les gens qui t'écoutent, c'est trop cool. Et oui, bien sûr, t'as des commentaires qui te touchent. Il y a des gens, ils te disent déjà, ah ouais, cette chanson, elle est bien. Donc du coup, tu te dis, en fait, ouais, je te devrais peut-être plus appuyer là-dessus. Il y a des gens qui te disent je suis venu de La Rochelle pour venir te voir et tout. Ouais. T'es en mode mais what the fuck, tu vois. Il y a un couple de gars qui m'ont dit mec, on a pris genre on est venu de Marseille pour toi, on a pris un week-end entre amoureux pour what et tout, et j'étais en mode bah putain mais c'est une dinguerie, tu te rends compte, tu vois, genre je suis en mode c'est trop bizarre en fait de se dire ça. Je te dis, il y a une fille, la fille de La Rochelle, moi ça m'a marqué parce qu'elle fait l'aller-retour dans la journée. Gars, moi faire l'aller-retour dans la journée, je l'ai jamais fait de ma vie pour n'importe quelle raison, tu vois. C'est fou quand même. Après, j'imagine qu'elle aurait bien voulu rester. J'imagine que c'est un problème financier de faire l'aller-retour dans la journée, ou peut-être qu'elle avait des trucs à faire, mais tu vois, j'étais en mode, ah ouais, quand même, quand ton projet, il commence à faire déplacer des gens pour une journée, alors que ton show, il dure 1h30, tu sais, c'est même pas comme si ça durait 5 heures, tu vois. Ça dure 1h30. Les gens, ils bougent, ils font genre 6 heures de trajet. C'est trop bizarre, en fait, de se dire ça. Mais ça me touche, hein. Mais je trouve ça, genre, même moi, j'y crois pas, parfois. Mais ça fait plaisir, ouais, tu te dis, les gens, ils sont investis, ils ont vraiment envie de venir. Ouais, de fou. Comment est-ce que tu travailles ton univers un petit peu artistique global? Parce que c'est quand même très important quand on est artiste, d'essayer de montrer qui on est au-delà du texte, au-delà de la musique, et de créer un personnage fort. Comment toi t'envisages un petit peu tout ça? En fait, ça dépend qui t'es, quel profil tu as et quel genre de musique tu fais. Genre, si tu prends un mec comme Lorenzo, par exemple, le rappeur, lui, comme c'est pas lui, son personnage, il est obligé de conscientiser tous ses faits et gestes. Alors que, par exemple, un mec comme moi, qui est un peu un mec dans sa chambre, du coup, on va dire authentique, il y a ce côté un peu. J'ai pas trop besoin de jouer un perso. On va dire, je peux juste avoir ma personnalité et les gens, ils sont en mode, ok, j'aime bien ce gars, je vais écouter ce qu'il fait, tu vois. Le seul truc, on va dire, esthétique, en termes de l'image, j'essaye d'avoir un code couleur de mes pochettes Spotify, du rouge, du bleu ou un peu de blanc, tu vois. Souvent, si tu regardes mes pochettes, c'est un peu autour de ça. T'essayes d'avoir des photos où t'es un peu au meilleur angle, tu vois, parce que ça aide. En fait, c'est marrant, je conscientise pas trop le truc. Je pense que c'est juste mes influences, je les regarde, etc. Du coup, en fait, t'as une esthétique qui est liée directement à les influences que t'écoutes, tu vois. Comme je fais de la musique un peu, on va dire, dite un peu vintage, peut-être au premier abord, bah tu te dis, bah ok, le vintage, il y a quoi? Il y a du noir et blanc, ou il y a un peu de grain, ou la qualité, elle doit pas être hyper HD tout le temps. Et c'est un truc qui vient naturellement, en fait, c'est juste mes goûts, tu vois. En fait, souvent, tu le remarques au bout d'un moment, en fait, tu vois, sur ton Insta ou sur Spotify, au bout de 2-3 singles, tu t'es en mode, ah ouais, mais en fait, c'est une sorte de logique que t'as même pas conscientisé. Et après, là, tu commences à la conscientiser, t'es en mode, bon, ok, bon, on va rester dans ce truc-là, on va essayer de développer le truc, tu vois. Mais est-ce que tu te dis quand même à un moment, tu conscientises le fait de, ah bah tiens, je veux avoir une image de mec accessible, de mec mystérieux, de mec sensible, en fait, parfois, tu le fais. Je me suis jamais travesti dans une personnalité, j'ai fait juste montrer une facette un peu plus, on va dire. Ouais. Tu vois, quand j'ai fait Garçon mon âge, c'était un peu le côté genre garçon un peu sensible et tout machin. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais
un peu parler de ça. Et donc du coup, sans que les gens ils se disent ah ouais le gars il surfe là-dessus parce que ça marche. Non, c'était juste en mode je me suis dit vas-y, ok, bah les gens ils veulent ça, ça les touche, du coup je vais parler un peu plus de ça jusqu'à que ça me saoule et développer une autre facette de ma personnalité, tu vois. Là par exemple, j'en sais rien, comme j'ai eu un projet un peu plus où mes vidéos, c'est beaucoup, je fais de la musique, etc. J'ai remarqué, par exemple, l'autre jour, que je parlais pas assez, ou les trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit, je suis un mec souriant, malgré que je parle de trucs tristes. Donc peut-être qu'il faut plus me voir sourire, que les gens ils se disent un peu plus que je suis leur poteau et tout. Et je le fais pas en mode, genre, par pur business, en mode, genre, ah oui, il faut que je sois sympa pour que les gens me trouvent sympa. Ouais. C'est juste, je montre cette personnalité, mais genre, je force pas le trait. À aucun moment, je force le trait, tu vois. Après, ça dépend de ton projet. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui, dans le milieu de la pop ou qui sont vraiment exposées, qui sont peut-être, genre, par exemple, pas les gens les plus souriants. Je pense que eux, ils ont des équipes en mode qui leur disent essaye de plus sourire et tout. Ouais, j'imagine que ça existe, c'est sûr que ça existe. Mais moi, ça me va, tu vois. Je le fais naturellement. J'ai jamais fait un truc en mode. Ouais, qui était forcé, quoi. Ouais, je crois pas, non. Okay. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert dans la musique qui t'a surpris, ou bien une idée préconçue que t'avais et finalement qui a été déconstruite? Ouais, on va dire que c'était le truc qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai commencé à faire de la musique. Au début, tu vois, tu fais de la musique et tout, c'est très cool. Et tes musiques, elles marchent pas, par exemple. Et t'es en mode, ah ouais, merde, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est pas assez professionnel. Ou je suis en mode, ok, il faut que j'ai le meilleur des mix, le meilleur des mastering, il faut que j'ai le meilleur des enregistrements. Il y a que comme ça que ça marchera. Il faut que les photos, elles soient incroyables et tout. Et en fait, maintenant, j'ai complètement déconstruit ça. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est trop marrant parce que tout le monde s'en branle. La musique est beaucoup plus importante que la technique pure. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des musiques sur les réseaux sociaux qui pètent avec des démos. Donc en fait, les gens, ils s'en branlent en fait que ça sonne fondamentalement bien. Ils veulent juste que la musique soit bien. Et ça, tu vois, pendant longtemps, je me trouvais des excuses en mode, ah ouais, non, c'est mal mixé, c'est bizarre et tout. Alors qu'en fait, ça n'a quasiment aucun impact. C'est sûr que c'est ton truc, il est rocambolesquement bizarre. Ouais. Mais si jamais tu respectes des niveaux de base, ça, personne ne capte en fait. Ce que tu dis, c'est intéressant et c'est vraiment généralisable à d'autres types d'art aussi. Tu vois, je pense par exemple à la vidéo. On se dit toujours ça aussi. On se dit, ah bah ça marche pas ou c'est peut-être pas assez bien parce que j'ai pas la meilleure caméra, j'ai pas le meilleur micro, j'ai pas plein de choses techniques. Alors qu'en fait, la technique c'est important, mais c'est pas l'essence du projet que tu portes, quoi. C'est quoi ton rapport à l'intelligence artificielle? Parce que c'est quelque chose qui arrive quand même fort et qui arrive dans la musique aussi. Est-ce que du coup, toi, tu l'as utilisé, il me semble, pour un clip, en tout cas. En fait, alors, je l'ai utilisé à l'époque, en 2022. Ça, ouais, mon clip, c'était en 2022. J'avais payé un artiste qui était d'intelligence artificielle. Je l'avais pas fait moi-même. Donc, j'avais payé un gars qui venait de tout ce qui était NFT. Ouais. C'était un gars vraiment, de base, il était graphiste et tout. Donc, c'est un gars qui a fait de l'IA, qui s'est un peu spécialisé là-dedans. Donc, déjà, à l'époque... c'était pas du tout les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'en 2022, les gens ils étaient un peu en mode genre « Ah, c'est nouveau ». Donc faire un clip, c'était pas bizarre. Aujourd'hui, quand tu fais un clip en IA, les gens ils sont en mode genre « Fuck IA, ça nique du travail et tout ». C'était pas du tout la même époque, même si c'était que 3 ans, donc 4 ans même. Aujourd'hui, je le ferai plus avec les problématiques d'aujourd'hui. L'IA, mon avis dessus, c'est je pense que... Oui, ça, on va se dire, ça nique des travails des gens et tout. Cependant, il y a des trucs qui me font gaulerie parfois, évidemment. Il y a des mèmes d'IA et tout, ça me fait gaulerie et tout. En fait, je sais pas trop mon avis. Moi, j'utilise ChatGPT, oui, évidemment, comme tout le monde, quand j'ai des questions et tout. Mais par exemple, des mecs qui font des covers en IA, des covers de singles en IA ou des vidéos entièrement générées en IA, je trouve ça chelou. Maintenant, je fais plus du photomontage. Tu vois, là, par exemple, j'ai une com qui arrive où c'est du photomontage. Sauf que je suis assez bon en photomontage et on pourrait croire que c'est de l'IA. Et je vais devoir dire dans la description, ce n'est pas de l'IA, c'est du photomontage. Ouais. Parce que je sais que les gens, ils vont me tomber dessus, sinon ils vont me dire, fuck IA, t'es un malade et tout, de m'utiliser de l'IA. Et je comprends entièrement pourquoi des gens pensent comme ça. Après, maintenant, je suis pas dans le déni. Malheureusement, je pense que ça va prendre le contrôle de beaucoup de trucs. On va pas reculer. C'est jamais arrivé dans l'histoire de reculer, tu vois. Quand le téléphone, il est inventé, les gens, ils sont pas dit « Non, pas le téléphone, on n'a pas reculé, tu vois. » Malheureusement, ça va faire que avancer. Et du coup, les gens, ils vont devoir deal avec ça. Et je trouve que vaut mieux spécialiser ton métier en fonction de ça. Si t'es graphiste, vaut mieux que c'est toi, le graphiste, qui utilise ce truc-là, plutôt que des gens utilisent l'IA pour te remplacer toi. Je pense que malheureusement, ils vont devoir avoir ce choix. Oui, c'est sûr que moi, je préférais vivre dans un monde... magnifique où tout le monde a du travail, etc. Mais du coup, malheureusement, ça sera pas possible, je pense. Donc, il va falloir qu'on s'habitue et que les gens
fasse en fonction d'eux. Mais c'est sûr que c'est pas très contrôlé, ouais. Et dans la musique, c'est quelque chose que tu as essayé, du coup, d'intégrer l'intelligence artificielle. Je me dis d'un point de vue à la fois créatif, je sais pas, pour tester des nouvelles sonorités, créer des nouveaux sons, je sais pas à quel point c'est possible. Ou même pour un point de vue très technique de je vais corriger mes pistes, je vais effacer un peu un rendu audio que j'aime pas trop. Bah, alors déjà, c'est déjà très fait dans la musique, dans le sens où il y a plein de plugins, donc du coup, les trucs que tu mets pour que ta musique sonne mieux, pour vulgariser le bail. Ça existe depuis longtemps, genre quand tu masterises tes chansons, tu peux jouer ton refrain et l'ordinateur il écoute et après il te sort un truc en mode il te dit ah oui t'as un peu trop de basse et tout machin, mais après ça reste toi-même de ton libre arbitre d'écouter, donc c'est un peu déjà un peu intelligence artificielle qui te dit ah ouais en général les musiques il y a moins de basse ou il y a moins d'aigus à ce moment-là et tout. Il y a ça. Après je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Suno qui est très populaire en ce moment. Si tu fais de la musique et ça te sort un truc de ouf. J'ai déjà essayé parce que t'es obligé d'essayer quand t'es musicien pour voir au moins ce qui se passe, tu vois. Et c'est sûr que tu fais une petite démo à la guitare, ça te sort un truc de ouf et tout. Mais c'est pas si bien fait dans le sens où, genre, si tu veux retirer chaque piste, elle sonne un peu bizarre et tout, c'est un peu bizarre. Pour l'instant, c'est bizarre. Mais oui, évidemment, j'ai eu la curiosité de le faire, tu vois. Mais je l'ai jamais encore utilisé pour sortir des trucs, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. Bah, Suno, typiquement, c'est comment ça fonctionne? C'est tu mets un prompt comme sur ChatGPT et ça te crée une musique? Non, alors ça dépend. Tu peux partir de rien, ça te crée une musique. Tu peux genre faire du piano, jouer des accords, lui donner et ça te fait un arrangement entier autour des accords que tu fais. Ok. Tu peux chanter, ça peut te continuer tes paroles, mais du coup la voix c'est plus trop ta voix, tu peux pas l'utiliser, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que il y a des trucs de ouf dans le sens où tu joues 4 accords et ça te sort une musique entière avec tes 4 accords. Mais au moins, t'as une participation. Alors que... Mais ça, c'est parce que je suis musicien, tu vois. Mais peut-être quand ça sera un peu plus démocratisé et accepté, peut-être qu'un jour, je l'utiliserai jusqu'à les sortir. Mais c'est sûr que les mecs qui créent des trucs, genre des mélodies entières alors qu'ils ont rien fait, ils ont juste dit, genre, fais une mélodie reggaeton ou un truc comme ça, je trouve ça chelou. Un peu. Oui, ça perd tout l'humain en fait, et la véracité et la sincérité de la chose, c'est un peu dommage. Si tu devais changer une chose dans le milieu de la musique, qu'est-ce que ce serait? Ça serait, je pense, l'accès aux très grands médias en tant qu'indépendant, je pense. Ok. Je dirais que ça. Je dirais que par exemple, tu vois, moi en tant que gars indé et tout, il n'y a aucune porte qui se ferme non plus. Si demain je fais un hit, évidemment les médias ils sont obligés de s'intéresser s'ils veulent toujours, mais ils peuvent pas trop passer à côté de toi. Mais on va dire que un mec qui va être fondamentalement quand même plus écouté qu'un gars de la même niche, mais qui lui est dans un label, ce sera lui qui va être pris dans des médias style, je peux pas citer les médias, mais j'imagine, tu vois, parce qu'il y a fondamentalement, il y a des intérêts communs. Et ce que je comprends entièrement, parce que c'est normal, tout le monde fait du copinage, moi le premier, je fais du copinage quand je fais des feats, ou quand je collabore avec des gens. Mais du coup, c'est logique, tu vois. Donc en gros, je pense que ça va changer parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont être en mode, on va valoriser le gars et son audimat pur, parce que tout le monde cherche un certain audimat et tout comme ça, et que ça sera moins intéressant de prendre malgré tout un mec qui sera en maison, qui fait moins audimat que le gars qui est tout seul. Ouais. Mais pour l'instant, on a encore le cul entre deux chaises et on est dans une industrie où les gens, ils arrivent à faire leur chemin tout seuls, / des gens qui sont dans des labels et tout. Et du coup, là, pour l'instant, les gens, ils sont un peu en mode « Ah, c'est chelou, tu vois. On sait pas trop ce qu'on va faire. » Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un truc très hypocrite dans la musique à ce niveau-là de les indépendants, il faut qu'ils fassent beaucoup, beaucoup par eux-mêmes, qui prouvent beaucoup, qui construisent des carrières entières avant de potentiellement attirer l'intérêt de médias, de labels, etc. Et qu'une fois qu'ils sont récupérés, en fait, c'est déjà un peu trop tard dans le sens où le gars, il sait tout faire tout seul. Donc, en fait, ça a pas trop de sens. Mais toi, justement, c'est quelque chose que tu envisages par la suite de signer en label ou de travailler avec en vrai, j'ai des rendez-vous souvent quand même. Tous les mois, tous les 2 mois, il y a un nouveau label et des trucs comme ça. Alors déjà, rares sont les labels qui te signent dans une discussion dans les 3 mois. En général, c'est des trucs, ça dure 1 an, tu vois, les gens, ça reste du business, donc les gens, ils sont obligés d'étudier le marché à côté de toi, ils te rappellent au bout de 6 mois, ou ça te rappelle au bout de 2 mois, mais toi, t'es en mode, ok, il faut que je vois avec mon avocat, tu donnes les avocats, ils sont surbookés, ils répondent aux mails tous les mois. Donc en fait, tous les trucs durent une éternité, tu vois. Ouais, c'est un truc que j'envisage, parce que
En fait, ça dépend quoi? Ça dépend toujours de quel deal tu signes. Il y a 1001 deals, tu vois. Mais en gros, ouais, on va dire que là, pour l'instant, tout seul, ça va parce que j'ai pas encore... pour l'instant, j'aime bien sortir de la musique. Là, je commence à faire des concerts. Les gens, ils m'écoutent sur Spotify, sur Instagram. Genre, il y a des gens qui me voient et tout. Je suis pas encore dans le truc en mode, il faut absolument que je fasse quotidien, il faut absolument que je fasse Combini, il faut que je sois invité à la Starac pour... Tu vois, je suis pas trop là-dedans non plus encore, parce que j'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. C'est soit je signe un deal qui ça risque de m'embêter au bout de 2 ans tout de suite, donc peut-être que ces trucs-là peuvent s'ouvrir très prochainement, ou soit je suis en mode, ok, il y a un potentiel où je sorte un gros titre dans les 1 ou 2 ans qui arrivent, et là on négocie quand il y a déjà le gros titre et c'est pas le même game, tu vois. Ouais, ok. Et dans tous les cas, j'aurais tendance à dire que l'option où si tu sors un gros titre tout seul, t'es forcément gagnant. T'as les cartes en main et que tu gagnes, quoi, en fait. Oui, ouais, c'est clair. Même si, bizarrement, tout ça est un peu... c'est moins evil que les gens pensent. Hein. C'est moins en mode genre, ah, les labels sont les méchants labels et tout. c'est juste des choix, en fait. C'est des choix et les gens qui travaillent dans les labels sont des passionnés de musique. Le côté un peu genre, ce sont des requins et tout, c'est un peu faux. C'est un peu une fausse idée. Hein. C'est un truc un peu... c'est des trucs de film, tout ça, tu vois. C'est des gens quand même qui aiment la musique. C'est des gens qui, avant, faisaient de la musique, qui ont créé des structures, des business et qui... Tu vois, tu peux pas travailler dans ce milieu quand tu détestes ça, c'est bizarre, tu vois. Oui, je comprends. Oui, c'est qu'il y a une logique de rentabilité parce que ça reste des entreprises, etc. De fou. Mais en effet, ils sont quand même sensibles, bien sûr, à ce que font les artistes et ils font des choix en fonction de ça. Mais c'est important de le dire parce que je pense que beaucoup de gens ont cette image, tu vois, c'est un milieu horrible. Non, mais vraiment pas du tout. Genre, en fait, c'est vraiment juste un truc où, au bout d'un moment, faut s'intéresser à tout ce côté qui est business. Et quand tu commences à t'y intéresser, tu remarques que les gens font des choix en fonction de ça et c'est pas grave. C'est normal, tout le monde doit vivre, tout le monde doit manger, tout le monde a des familles chez eux. C'est entièrement normal. Quels sont les artistes aujourd'hui qui t'inspirent ? Moi, vraiment, je suis matrixé par Joji. Je sais pas si tu vois qui c'est vraiment un gars, je l'adore. Oui, attends, ça me dit quelque chose. Il fait quoi comme style de musique ? Il fait de la lo-fi, pop, un peu internet et tout. Beach House, j'adore ça. Cigarette After Sex, j'adore. Vidéo Club, j'ai toujours aimé. Zao Zagazan, j'adore. Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Iliona, j'adore. Ouais, j'adore aussi. Ok, donc quand même, il y a beaucoup de gens de la scène actuelle et française aussi, au final. De fou, ouais, donc, de fou. Scène d'avant, tout ce qui est Daniel Balavoine, les mecs comme ça, je kiffe. Mais Téléphone, j'aimais bien aussi. Indochine, j'aime bien. Mais c'était plus avant que j'aimais bien ces trucs-là. Mais maintenant, je suis plus, dans le délire... j'écoute la musique qui se fait maintenant parce que de toute façon je suis obligé, même pour me tenir au courant, c'est obligé, tu vois. Et du coup, comme j'aime toutes sortes de musique, ça me dérange pas d'écouter les trucs qui se font maintenant, tu vois. Quand on a un entourage, justement, où on parle beaucoup de musique, on est toujours entre artistes, etc., à quel point c'est important d'avoir des références, d'être à l'affût de tout ce qui sort. Est-ce que tu te sens un petit peu obligé parfois de checker tout ça, ou est-ce que de toute façon, avec naturel et passion, t'écoutes tout ce qui se fait ? Avec naturel et passion, je le fais. Tu te renseignes un peu, mais je me renseigne pas par pur taf, en fait. Je me dis pas, ah ouais, il faut que je me renseigne parce que du coup, il faut que je me mette à la page et tout. Non, ça, non. Mais j'écoute parce que ça me fait plaisir et que je suis sur Spotify et que je vois les gens qui... En fait, mon algorithme, il est forcément... En général, quand tu fais un genre de musique, c'est le genre de musique que t'écoutes. Parce que ça, je trouve ça fou, les gens qui font de la musique, ils écouteraient même pas eux-mêmes. Ça existe, hein. Je te jure que ça m'étonne pas. Ouais. Et genre, du coup, forcément, les artistes similaires qu'on me propose sont des mecs qui me ressemblent. Ou des filles, quoi. Et du coup, forcément, je me tiens au courant. Mais c'est indirect. Quels sont tes projets à venir ? C'est quoi un peu la suite pour toi ? Comment t'envisages les choses ? Je vais continuer à sortir un titre toutes les 5 semaines, là. Mais j'aimerais bien sortir un EP. Alors, on sait pas trop si on va le sortir en juin ou plutôt à la rentrée en septembre. Parce que le monde de la musique, pendant l'été, c'est un peu... C'est pas mort, mais c'est un peu... Tu peux pas sortir trop des projets pendant l'été, c'est un peu bizarre. Mais le truc, c'est que du coup, c'est chiant. Parce qu'en fait, tu vois, juin, c'est un peu bientôt. Et septembre, dans ma tête, c'est un peu loin. Donc en fait, t'es un peu en mode genre, qu'est-ce que je fais ? Donc globalement, j'ai quand même de l'actualité qui va sortir, donc des musiques qui sortiront, mais le projet là dont je te parle, je sais pas quand est-ce que je vais sortir exactement. Et ouais, juste continuer à faire des trucs bien, mais là, le truc où je suis vraiment content, c'est que je suis encore dans ce truc où... tu sais, moi, je fais de la musique depuis 3-4 ans. En fait, mon projet The French Kiss existe depuis 3-4 ans. Ouais. Je suis encore dans cette phase où je sens que mon niveau... s'améliore. Et je sais pas quand est-ce que ça va vraiment arriver le jour où je me dirais putain, il y a 2 ans, j'étais meilleur. Je pense que ça arrive à tout le monde. Au bout d'un moment, tu vois, n'importe quel artiste, quand tu commences à avoir 40 ans, évidemment, quand t'avais 30 ans, t'étais meilleur. Souvent.
Mais meilleur, Mais- ça veut dire quoi pour toi? C'est en termes de statistiques, c'est en termes d'idées, de créativité? Ouais, je pense que c'est en termes de... Ouais, je pense que c'est en termes de niveau, en fait. Évidemment, Johnny Hallyday, quand il avait 40 ans, il était bien meilleur que les années 70. C'est évident, parce que le mec, il est vieux, tu vois. Il a la voix qui marche moins bien. Ouais. Il a fait des purs classiques avant. Il y a un peu ce côté aussi où je pense, malheureusement, à moins que tu sois, genre, une exception, par exemple, DC's, lui, tu vois, dans sa tête, c'est fou comment il est jeune, ce gars, tu vois. Il a 47 ans, 48 ans, le frérot, dans sa tête, il en a 25, tu vois. Ouais. Mais je pense à d'autres mecs qui ont 45 ans, je pense que pas tout le monde a cette passion de vouloir être à la page et tout. Donc forcément, quand t'as 45 ans, tu seras forcément un peu plus vieux jeu que quand on avait 30 à l'époque, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent à moins suivre les tendances. Oui. Et après, tu fais pas de la musique en fonction des tendances, mais il y a quand même des arrangements musicales qui se font dans les tendances. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Genre en mode... Du coup, oui. Donc je pense que oui, clairement, t'as ton prime. T'as des primes dans ta vie, tu vois. Et je dirais que là, je suis pas... Je monte encore. Donc je ne saurais pas quand est-ce qu'est mon prime. Mais je pense pas que ce soit à 45 ans que ce sera mon prime. Je pense pas. Ouais. Mais c'est mon avis. Donc toujours en progression. Donc c'est encore une meilleure raison d'aller écouter ce que tu fais. De fou. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique? Focus-toi sur littéralement la composition de la musique, pas sur la technique musicale, quoi. Est-ce que vraiment ta musique, elle est fondamentalement bien? Est-ce que tu as besoin d'artifices autour de ta musique pour la rendre bien? Si jamais tu dois faire ça, c'est un peu plus... en général, c'est que c'est pas très bien. Enfin, pas très bien. C'est que c'est pas la bonne initiative, quoi. Et je dirais, ne sous-estime pas ce que tu peux faire avec 0€. Genre, je te dis... Évidemment, moi, j'ai eu des investissements dans ma musique, comme m'acheter des micros, m'acheter des enceintes, avoir des bons shootings photos pour avoir une belle cover Spotify et tout, évidemment. Mais les trucs qui ont le plus changé ma vie sont les trucs qui m'ont coûté 0€. Genre, la promotion de Garçon de mon âge à l'époque m'a coûté 0. Une jolie fille qui est mon titre le plus écouté, ça m'a coûté 0. En vrai de vrai, je connais plein d'artistes qui ont une grosse communauté, qui sont écoutés, et vraiment, ça leur coûte 0, tu vois. Parce que le son que tu proposes est bon et arrive à conquérir un public, ou parce que idée audacieuse de communication et du coup, sans forcément grand budget, ça marche? En fait, je pense qu'il faut se connaître. Tu vois, en fait, il faut juste se connaître. Tu vois, par exemple, moi, j'ai remarqué que, genre, ok, je suis un bon musicien, je pense, un bon guitariste, je chante correctement et tout. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Yamé, lui, tu vois, c'est un gars, tu l'entends chanter en live devant toi, t'es en mode genre, what the fuck, c'est insane. Donc en fait, Yamé, tu vois, il va faire un piano-voix sur Insta, les gens ils sont en mode what the fuck, c'est qui ce gars, il a des chicots en moins, il chante de fou, c'est trop bizarre. Et les gens ils regardent. Une autre fille qui s'appelle Perséphone, que je connais un peu, c'est une fille, tu vois, elle fait des textes un peu rocambolesques et touchants, elle fait de la guitare, on voit sa tête et tout, ça marche. En fait, il faut se connaître. Moi, j'ai remarqué que faire ça, c'était pas assez impressionnant pour accrocher les gens, parce qu'en fait, j'ai pas la voix la plus unique du monde, j'ai pas le niveau de prestation la plus choquante. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, en fait, moi, c'est quoi ma personnalité? Je suis un mec peut-être un peu touchant, je peux être un mec un peu peut-être gaulerie, naturel. Donc en fait, je vais accentuer ce côté-là et j'ai une carte à jouer là-dessus, j'imagine. Donc je vais faire ça, tu vois. Donc du coup, je vais réfléchir à des contenus où je vais directement plus mettre mes chansons studio plutôt que mes chansons live, alors que parce que c'est peut-être moins waouh direct quand t'entends le mec, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut juste se connaître. Et ça passe par des échecs, évidemment, ça passe par le fait que tu sors des trucs, tu remarques que t'aurais pu faire mieux à ce moment-là et tout machin. Mais ça, je te parle d'un truc où t'as besoin de 0€ en fait. Se connaître, t'as pas besoin d'argent pour te connaître, tu vois. Et t'as pas besoin d'argent pour faire de la bonne musique. Ça, c'est une certitude. Si tu te motives, que tu apprends tout seul. Oui, c'est ça. Mais il faut le matos. C'est sûr qu'il y a des gens très pauvres qui vont te dire, mais tu peux pas dire ça, faut t'acheter le matos, ça coûte quand même déjà 400 balles, 500 balles et tout. Donc c'est sûr que oui, c'est vrai. Mais je pense que si tu vis en France, et que même si tu gagnes un SMIC, en un an, tu peux peut-être économiser, ça dépend de ta situation, mais t'acheter un truc à 400€, 300€, ça peut être possible. Je sais pas, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que il faut pas non plus prendre ça comme une excuse de j'ai pas forcément l'argent ou la possibilité d'investir dans des trucs pour ne pas lancer un projet qui en fait mériterait d'être lancé et d'essayer. Bah, je te dis, en fait, tellement... Là, tu vois, pour les gens qui peut-être... se disent ah ouais le gars dit qu'il faut s'acheter du matos et tout. Une jolie fille, je l'ai fait avec mes écouteurs iPhone, tu vois. Je l'ai fait sur mon téléphone, tout le monde a un téléphone, que majoritairement, hein, surtout si t'es jeune. Peu importe ta situation financière, foutez pas de ma gueule. Et genre en gros, avec mes écouteurs Apple, c'était 20 balles. J'ai fait ma chanson avec mes écouteurs. Ouais. Vraiment là, c'est l'exemple le plus abusé dans le sens où
ça coûte 0. Là. Mais c'est intéressant, en plus on parle pas trop souvent de ces sujets d'argent et tout liés au milieu artistique, mais je trouve ça hyper intéressant de voir dans le concret, il n'y a pas tant de barrières et donc il faut y aller quoi. Après, il y a un truc, ça c'est un sujet un peu, je pense, caché, bizarrement, dans le monde de la pop. Dans le rap, c'est complètement différent. Le rap, c'est des gens, ça vient de quartier, pas toujours, mais beaucoup, c'est influencé par ce milieu-là et tout. Dans la pop, être artiste, c'est un milieu quand même assez aisé. Genre en mode, tous les gens que je connais qui sont chanteurs, en général, ils ont quand même des parents qui ont un salaire correct, ils ont quand même eu du matos et tout machin. Donc c'est vrai que artiste, ça peut, au premier abord, être un sport de riche, parce qu'il faut pas se leurrer, franchement, les gens qui ont le temps de pas travailler sur le côté pour pouvoir se lancer dans un truc, soit ils ont un petit bagage quand même financier de leurs parents, ou voilà. Mais ça, je pense, malgré tout, je tiens à mettre une nuance, il y a 5 ans, c'était plus important, aujourd'hui, c'est moins important, parce que vraiment, aujourd'hui, genre les réseaux, ça va vite, et tu peux vraiment être un énorme schlag et faire des vues. Ouais. Mais il y a 5-10 ans, ça était utile quand même, je pense, d'avoir du matos et tout. C'était plus pro, t'avais besoin d'être plus pro il y a 5-10 ans. Oui, et ça rejoint un peu avec ce que tu disais aussi au début de je suis plus créatif quand je m'ennuie, mais que finalement c'est quand même un luxe de pouvoir s'ennuyer. S'ennuyer, c'est un truc de gens pas dans la hesse, ça c'est sûr. Ouais. Donc même si ça peut être vécu comme une souffrance de s'ennuyer, finalement ça permet aussi beaucoup de choses. Est-ce que pour toi on crée pour soi ou est-ce qu'on crée pour les autres ? C'est marrant, tu vois, genre j'ai mon prof de guitare quand j'avais genre 14 ans qui m'avait dit tu verras le jour où tu feras de la musique pour les autres et pas pour toi, ce sera là où tu deviendras vraiment musicien. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est bizarre ce qu'il me dit et tout. Parce que pendant longtemps, j'étais en mode, le plus important, c'est que ça te plaise toi. Et je trouve ça d'ailleurs toujours valable. Le plus important, c'est que ça te plaise toi. Mais c'est vrai que quand ça plaît aux autres, c'est là où t'es vraiment gagnant sur quasiment tous les aspects. Moi, Dieu merci, c'est les deux. C'est je fais la musique qui me plaît avant tout et ça plaît aux autres, tu vois. Mais c'est vrai que, imagine demain, j'ai 2 musiques qui me plaisent autant. Personnellement, il y en a une, je remarque qu'elle plaît un peu plus aux gens, je vais pas faire le bâtard, je vais sortir celle qui plaît le plus aux gens. Je vais pas être en mode genre je gatekeep le truc, tu vois. Mais je vais jamais sortir une musique pour les autres si elle me plaît pas à 100%. Ça c'est sûr et certain. C'est quoi pour toi la vie d'artiste ? La vie d'artiste, ça dépend à quel niveau, mais la vie d'artiste rêvée, c'est du coup tu fais un métier que t'aimes. Déjà ça c'est un luxe. Moi en tant qu'indépendant, si ça marche plus, j'ai ce côté où c'est vrai que mon emploi du temps c'est moi qui le gère, ça c'est un luxe. Il y a ce côté aussi où on va pas se leurrer, du coup ce qui est cool c'est quand ton musique marche en général tu gagnes quand même un peu d'argent, ça c'est quand même un truc bien, même si c'est pas le plus important. Il y a le côté que c'est stylé, en fait c'est marrant parce que ça fascine les gens étonnamment en fait. Genre tu sais quand je suis en soirée et que je rencontre des gens on va dire qui ont un parcours plus classique et tout, quand tu leur dis que t'es chanteur et qu'ils voient que ça fonctionne un peu, ils sont un peu en mode genre waouh et tout. J'aurais rêvé faire ça. En fait, c'est des métiers un peu qui fascinent les gens quand ça marche un peu. Et du coup, t'as un peu cette échelle sociale qui est agréable, on va dire, où t'es en mode les gens ils te trouvent cool. Donc en fait, la vie d'artiste, c'est ça, c'est trop bien en fait. Et surtout qu'en fait, t'es dans un processus de création, donc c'est vachement intéressant mentalement de faire un truc artistique. Ton cerveau, tu l'utilises, t'as une démarche artistique, tu passes un message, ta parole est écoutée et tout. Moi, c'est pas un truc qui m'a toujours non plus importé, en mode j'ai jamais voulu être une voix de la raison de quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des artistes beaucoup plus engagés que moi qui eux c'est important pour eux, ils veulent diriger un certain mouvement. Moi j'ai jamais trop voulu être un mec genre je suis un mec qui fait du son quoi, et genre si les gens ils veulent écouter mes idées, si jamais un jour je dois les dire et qu'on me pose la question, écoutez-moi si vous voulez, mais moi j'ai jamais voulu être porte-parole de quoi que ce soit, tu vois. Oui, t'es pas dans la dynamique de je veux transmettre un message et j'utilise ma musique pour ça. Ouais, en fait si je veux transmettre un message, je veux transmettre une émotion, mais c'est plus en mode les artistes qui parlent de débats et de trucs comme ça. Je comprends, c'est hyper important. Surtout si ça va dans le bon sens. Mais je me suis jamais... J'ai pas l'ego de me dire que c'est moi qu'on doit écouter, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour... c'est passé vite de fou. C'est vrai, tu trouves? Mais viens, on continue pendant 1 heure. Pourtant, tu m'as dit au début, ça dure 1 heure. Mais ouais, j'étais persuadé que ça durait 20 minutes. Je ne t'ai pas renseigné. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram si on a envie de te suivre? C'est The French Chris avec un K et un seul S à la fin.
Parfois, les gens ils écrivent 2 S. Et je suis en mode genre, arrêtez. Partout. J'ai réussi à mettre ça partout. Sur TikTok, c'est ça. Sur YouTube, c'est ça. Sur Spotify, c'est ça. Sur Instagram, c'est ça. C'est partout, c'est The French Kiss. Pas mal. Et T'as voilà. tout sécurisé. Ok, super. Bah, J'ai merci acheté le beaucoup. nom de domaine. Ouais. Ne l'achetez pas, ça sert à rien. Je l'ai déjà. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici et d'avoir écouté le podcast en entier. Ça me touche beaucoup. Si vous avez envie de le soutenir, si ce genre de contenu vous intéresse, partagez-le. Vraiment, c'est le plus important pour le faire connaître, le faire grandir. Si vous avez également des suggestions de prochains invités, ici, je reçois des artistes de tous les horizons. Donc, vous pouvez m'écrire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Première Loge.